C'est Gilles Chevalier. Bonsoir, j'aimerais juste préciser qu'à mon avis, la zone mixte va avoir tendance à disparaître. Parce que je pense que la plupart des communes raisonnables ne vont pas accepter un ramassage tous les 15 jours. Je pense que tout le monde a droit à un service équivalent. Et moi, je pense que franchement, conserver ses déchets 15 jours chez soi, c'est sympa. Je pense qu'il n'y a pas égalité pour tout le monde. Voilà, merci. On n'en est pas encore sur le schéma de collecte. Là, on parle des eaux de Tom, c'est autre chose. Alors, Alexis Sanson. Enfin, moi, je pense qu'il y a une chose, c'est que c'est une taxe injuste. En fait, on pénalise certaines personnes qui ont des valeurs locatives qui ne correspondent pas du tout au territoire. Et on se trouve, entre autres, nous, on est en première ligne, à aller louer une maison 3 000 €. Quand vous êtes à 10%, 300 €, là, les gens viennent recevoir leur feuille, il y a une augmentation de 10%. Quand vous avez une personne qui est seule dans sa maison, qui paye 330 € d'ordures ménagères, et vous allez 400 mètres plus loin, il y a des personnes qui vont payer, une famille de 5 personnes va payer moins de 100 €. Où est la justice? Pour moi, c'est plus une taxe, c'est un impôt. On est d'accord, c'est un impôt, et c'est pour ça qu'il faut changer ça. Et pour changer ça, il faut avancer. On ne peut pas tout faire d'un coup. Et donc, il faut commencer par lisser les choses, et puis après, travailler sur l'incitatif, de façon à ce que les gens payent plutôt en fonction des déchets qu'ils font, que de la maison dans laquelle ils habitent. Parce que c'est de passer d'un système d'impôt à un système de payer pour ces déchets. Voilà, par rapport au service. Après, la façon dont on rend le service, c'est dans les différents territoires qu'on mettra ça quand on fera les schémas de collecte, la façon dont le service sera rendu. Au bout du compte, il sera rendu pour toutes les populations d'une certaine façon, mais on est bien obligé d'ajuster quelque part notre mode de fonctionnement à ce que aujourd'hui l'État nous impose et qui n'est pas fini. Attention. Il me semblait qu'à une époque, on pensait à réfléchir sur la Rome. Ça, c'est abandonné ou pas? La redevance. C'est nous, c'est les élus, c'est tout le monde qui allons travailler là-dessus. Vous vous rappelez qu'on a validé le fait qu'on allait passer vers l'incitatif, mais on n'a pas décidé, parce que c'est pas encore le temps, de dire est-ce qu'on passe en redevance ou est-ce en redevance, en RI ou en TOMI. Aujourd'hui, on est en TOM. La TOMI, c'est possible et on peut faire des expérimentations. On peut dire, par exemple, il y aurait des frais fixes à un niveau de 65%, et puis le reste, ça permettrait déjà d'alléger les choses pour certaines personnes qui, effectivement, ne payent pas en fonction des déchets qu'ils font. Daniel Furcy, ensuite Isabelle Labiche. Moi, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Alexis là, sur les 300 € pour une personne seule. On avait parlé qu'on pouvait mettre un maxi. On pourrait mettre, je sais pas moi, 200 € ou un maximum pour une personne. Ça, on peut le faire. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? La façon dont on fonctionne aujourd'hui nous empêche de le faire, tout simplement. Mais on prend une délibération qu'une personne seule ne paye pour plus de 200 €, c'est pas dur à faire. C'est simple comme tout. On est tous d'accord pour dire que l'atome, c'est quelque chose qui n'est pas juste. Voilà. Ça ne correspond pas à ce que l'on voudrait, c'est-à-dire qu'il y a que les gens soient responsabilisés sur les déchets qu'ils génèrent et qu'ils payent en fonction des déchets qu'ils génèrent. D'abord parce qu'au bout du compte, quand la TGAP va finir d'augmenter, les difficultés qu'on va avoir à enfouir, qui vont rendre enfouir ou incinérer, qui vont faire monter les coûts, hein, parce que ça aussi, ça va augmenter. Il faut bien qu'on diminue d'une manière générale, et donc c'est là-dessus qu'on travaille, avec vous tous, de diminuer quelque part les déchets utiles. Trier au maximum. Aujourd'hui, il y a l'usine de tri de Villedieu qui est en route, donc ça va permettre de pouvoir travailler sur tout ça. Il y a des choses qui se sont mises en place. Après, là, ça prend du temps, c'est un gros chantier.
est-ce qu'il y a vraiment nécessité d'harmoniser la TOM avant de passer à un système incitatif? Je peux dire que ça pourrait être considéré comme étant injuste, au moins quand on est une commune limitrophe, qu'on est en point d'apport volontaire, pardon, alors qu'il y a une commune qui est en porte-à-porte à côté. Donc les gens, ceux qui sont en porte-à-porte à côté, ben, ils profitent actuellement que les points d'apport volontaire ne sont pas en incitatif et donc ils ne sont pas fermés, ils sont accessibles, et ben ils mettent leurs déchets dans les points d'apport volontaires de la commune d'à côté, quand ils ont oublié de mettre leurs poubelles le jour J, ou que ça les embête de les mettre, de la sortir, ou je sais pas, qu'ils préfèrent le mettre en point d'apport volontaire. Donc on se retrouve finalement avec une double peine, quoi. C'est-à-dire qu'on a plus de déchets, parce qu'on a aussi les déchets de ceux d'à côté. Là-dessus, vous avez raison, mais c'est pas ça qu'il faut qu'on avance sur de l'harmonisation, parce que c'est plus facile. Imaginons qu'on dise, bon ben, chez vous, sur ce territoire-là, les paves, ils sont à changer, ils sont à mettre en état, enfin, il y a un gros travail à faire. Et qu'on dise à ce moment-là, sur ces territoires-là, passons en incitatif, c'est quelque chose qui peut être fait, c'est-à-dire que sur l'atomy, on peut directement dire, bon voilà, on met de l'incitatif et on met des paves avec des badges, et vous aurez plus les gens. C'est-à-dire que tout ça pourrait se faire, mais c'est à vous de le décider, c'est à nous de le décider. C'est un travail en commun. La première partie de la question, c'était est-ce qu'il est nécessaire de faire l'harmonisation avant de passer en redevance incitative? Moi, je pense que oui. Je pense que oui. C'est une façon de commencer à travailler sur cette harmonisation-là. Il faut bien prendre par un bout le truc. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, Jacques. Oui, juste un mot. C'est vrai que ce que je disais tout à l'heure, le problème, c'est que nos concitoyens ne voient que la première partie du problème, c'est-à-dire comment on ramasse mes déchets. Mais on oublie complètement que c'est derrière que ça coûte très cher. Et on reste sur une bagarre de la première étape, qui n'est pas la plus coûteuse, loin s'en faut, qui s'approche même, parce que bon, on voit que l'efficacité est bonne des deux côtés. Donc il faut aussi expliquer, enfin c'est jamais facile, mais que le problème et le coût, il est derrière, bien évidemment. Et bon, on est tous d'accord pour reconnaître que calculer un ramassage d'ordures ménagères sur une base immobilière, c'est aberrant, bien évidemment. Et donc il faut qu'on quitte ce système-là le plus tôt possible pour qu'on puisse expliquer à nos concitoyens que le système qu'on met en place, il sera beaucoup plus près de la justice, à savoir, on en met, on paie, on n'en met pas, on paie pas. Enfin voilà, je crois que c'est ça. Mais enfin, bon, il faudra qu'on reste sur ce problème de type de ramassage, parce que je crois que ce qu'il faut qu'on avance rapidement, c'est quitter ce type de fonctionnement qui est basé sur des règles qui sont injustes, parce que les bases, on ne les maîtrise pas, elles ont été instituées depuis très longtemps, on ne peut pas y toucher, donc il faut quitter ce système. Moi, je voudrais dire à Jacques que je suis à la commission des déchets depuis 2008, et depuis 2008, c'est toujours le même refrain. Les ordures ménagères, la taxe des ordures ménagères assise sur la valeur locative, c'est pas bon, c'est injuste, etc. Et c'est vrai. Sauf que 2008, c'était il y a 13 ans. Et qu'est-ce qu'on a fait depuis? On est toujours à dire les mêmes choses. La TOM, elle est basée sur la valeur locative et c'est injuste. Et on dira la même chose dans 10 ans. Justement, l'objectif, c'est de changer ça. Et donc, forcément, il y a un moment, il y a des passages un peu compliqués pour arriver à cet objectif-là. Et c'est à nous de le faire. Moi, je vais vous dire un truc, de toute façon, quand on passera en redevance, on va aussi changer. Il y a des gens qui payent moins aujourd'hui, qui paieront plus. On va forcément avoir à expliquer à une partie de nos populations qu'ils vont payer plus. Le rôle d'élu, il est quand même assez ingrat par rapport à ça, parce qu'on se prend les choses dans la figure, on essaye de faire au mieux, mais au bout du compte, on va mécontenter une partie. L'important, c'est quoi? C'est d'arriver se dire, allez, objectif à 10 ans, les gens payent pour ce qu'ils font comme déchets. Voilà. C'est ça le truc, c'est de se dire, et après, oui, en tant qu'élu, il faut porter ce message-là, que c'est indispensable, en fait. Voilà. Non, mais le message, je suis d'accord avec vous, mais le message, si vous voulez, il a été tronqué dès le début, quand l'éco-emballage a été créé, il faut quand même le rappeler, puisqu'à l'époque, le message a été de dire, on va vous faire du tri pour vos déchets et ça va vous coûter moins cher.
La seule chose, c'est qu'à l'époque, on avait oublié quand même qu'il fallait construire des centres de tri, il fallait créer des filières, il fallait créer plein de choses, et que éco-emballage, à l'époque, a été, j'allais dire, une grosse nébuleuse qui a empoché beaucoup d'argent, mais qui ne l'a pas forcément redistribué là où il fallait et quand il fallait. Par contre, il y a une chose où je tiens quand même à attirer votre attention, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui passe incognito et qui va nous desservir à un moment donné. C'est qu'aujourd'hui, vous allez dans certaines grandes surfaces, vous ramenez vos bouteilles plastiques et on vous donne 1 centime. Et là, aujourd'hui, ça c'est insidieux. Pourquoi? Parce que déjà, les gens, ils récupèrent 1 centime par bouteille. Alors vous allez me dire, 1 centime, qu'est-ce que c'est? Mais vous avez, l'autre jour, je suis allé dans cette grande surface, vous avez une personne qui est arrivée avec un gros caddie, elle a ramené, elle a récupéré peut-être 1,50 € ou 2 €. Donc déjà, c'est du volume qui va disparaître, parce que ça, c'est du volume qui, aujourd'hui, est vendu à coût positif dans les centres de tri. Donc c'est du volume qui va disparaître des centres de tri et qui va encore augmenter. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième message qui est en train d'être passé, c'est de dire, vous voyez, ils font de l'argent sur vos déchets. Insidieusement, c'est ce qui se passe. Donc, il faut faire très attention. Alors, soit l'atome, on ne va pas revenir dessus, la redevance incitative, c'est quelque chose qui est à l'avenir à mettre en place. On le sait tous, mais on ne sait pas comment faire, parce que les gens qui font bien leur travail vont avoir, j'allais dire, bien leur tri, excusez-moi, vont avoir leur facture qui va baisser. Les gens qui font moins bien leur tri vont avoir leur facture qui va augmenter. Quand c'est en pavillon individuel, ça ne pose aucun souci. Quand on est en collectif, là, ça va commencer déjà à changer la donne. Alors c'est sûr qu'au niveau de, je prends l'exemple d'Avranches ou de la communauté d'agglomération, il y a déjà des choses qui ont été enclenchées par rapport à l'apport volontaire. Pourquoi? Parce que là, si vous voulez, vous avez un badge, vous mettez dans le tri d'un côté, vous mettez dans l'ordure ménagère de l'autre, et puis vous avez une cartographie qui se fait. Mais il y a des collectivités aujourd'hui qui ne sont pas équipées pour ça. Alors, j'allais dire, le domaine du déchet, si vous voulez, chez certains, c'est une préoccupation. Ça dépend de quel côté se trouve la poubelle dans la cuisine. Si c'est à droite ou si c'est à gauche, c'est pour ça. Et puis, je rappelle quand même une chose, et ça sera peut-être une boutade pour finir, c'est qu'au Moyen-Âge, quand on regardait le tas de fumier à l'entrée de la ferme, c'était la richesse du fermier. Donc les choses n'ont peut-être pas évolué de la même façon, mais aujourd'hui, on a quand même une éducation encore à passer aux gens par rapport au tri des ordures ménagères. Et je reviens sur un point, monsieur de Serwert, sur lequel on s'est un petit peu attrapé à la première réunion, l'information. Quand on commencera à prendre le sujet par le début et à passer de l'information, à mettre des panneaux d'information au niveau des points d'apport volontaire et à expliquer aux gens et à leur redonner des chiffres et de la transparence, on aura déjà fait un grand pas. Alors, mais je suis d'accord sur plein de choses avec ce que vous dites. Hein. Il y a plein de... L'information fait partie des choses sur lesquelles on travaille. Ce que vous disiez tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand j'avais dit que je voulais m'occuper des déchets. J'avais dit que je voulais changer le fait que l'on considère que les déchets étaient un centre de coût, ce qui est le cas, mais qu'on pouvait peut-être à un moment arriver à soit équilibrer ce centre de coût, soit peut-être, comme vous dites, faire de l'argent avec le fumier. Pourquoi pas? Mais le fumier, on s'en servait parce que c'était de l'engrais, c'était... Bon, voilà. Il y avait une raison pour laquelle c'était la richesse. Et puis c'est vrai qu'il y avait des bestioles qui l'a créé, cette richesse. Moi, si vous voulez, le vote d'aujourd'hui, pourquoi je pense qu'il faut qu'on passe rapidement sur ce taux unique, c'est parce que tout simplement, c'est une première phase pour avancer, harmoniser et se mettre en ordre de marche. Voilà. Après, oui, il y a des conséquences, c'est clair. Y a-t-il d'autres interventions? Moi, j'ajouterais juste une chose, peut-être de prendre un petit peu de hauteur. De toute façon, le coût de traitement des déchets, il ne s'agit pas seulement de la collecte, le coût des traitements des déchets va augmenter. Ça, c'est mathématique, c'est partout en France et je pense un peu partout dans le monde. Nous produisons tous collectivement trop de déchets. Et tant qu'on n'aura pas des politiques gouvernementales qui visent à diminuer à la source les tonnages de déchets que nous produisons, et là où il y a un vrai problème, vous parliez d'éco-emballage que depuis cité aujourd'hui, c'est que ce sont des gens qui dictent les politiques d'accompagnement des collectivités avec des aides budgétaires. Or, ce sont eux, les industriels de l'agroalimentaire, qui produisent les emballages, qui les fabriquent. Nous ne faisons que consommer ces emballages, les produire parce qu'on veut ce qu'il y a dedans. Donc le jour où on a des vraies politiques gouvernementales, voire internationales,
qui nous permettront d'acheter et de consommer en générant moins de déchets, les choses iront peut-être un peu mieux. Donc moi je rends vraiment hommage à Hervé parce qu'il est franchement il est courageux et surtout il croit à la délégation qu'il a voulu et ça c'est vraiment Hervé bravo. Ce que Hervé propose finalement c'est simple, c'est d'avancer pas à pas, de franchir des étapes pour petit à petit aller vers un système qui soit harmonisé à l'échelle de notre espace communautaire et pour que nos contribuables et nous-mêmes, nous payions le juste prix face au service qui sera proposé et à la qualité du retraitement, parce qu'on n'en parle pas encore vraiment, mais à l'échelle de 10 ans, voire moins, on ne sait pas où nos déchets de chez nous, ils n'iront pas à Isigny, ils iront sans doute plus au Changeau, enfin, moins que ça évolue. Il faudra sans doute d'ailleurs les incinérer, parce que c'est ce qu'on nous demande aujourd'hui. Or, on n'a pas la tête critique pour avoir notre propre incinérateur. Donc il y a encore plein d'étapes à franchir. Donc ce soir, c'est une première étape. On chemine gentiment vers une tarification qui a vocation à être un peu plus égale à l'échelle de notre territoire. C'est pas parfait, mais on chemine. Donc voilà, je crois qu'on n'a pas fini d'en parler de nos fichus déchets. C'est une politique globale qu'on essaie de mener de la manière la plus responsable possible. Responsable dans le sens où en effet, je rejoins Olivier Deville, depuis des années, on en parle, mais on ne fait rien. Là, on commence à faire les choses. On commence à essayer de faire bouger les lignes. Ce ne sera pas parfait, on va grincer des dents, mais au moins on avance. Voilà. Donc Hervé, si tu le veux bien, je te laisse résumer la proposition du soir. Mais là, on n'est pas sur l'harmonisation d'un système, Qu'est-ce qui uniquement parle le tout. Uniquement le tout. Mais on est bien d'accord, mais c'est une première Mais étape. Il y aura moi, d'autres je ne crois étapes. pas. Je suis Je crois désolé. pas, Dans la vie, il faut croire un peu aux choses. Après, la foi ne fait pas tout, mais ça peut aider. Il ne s'agit pas de croire, là. Il s'agit d'avoir une méthode pour faire évoluer le système. Ou alors sinon, comme tu disais Olivier, on reste les bras croisés. Bon, je vais vous lire le projet de délibération. Donc, vu la délibération 2017-09-28-216 qui a déterminé les zonages de perception de l'atome, vu la délibération numéro 2020-06-25-70 et 2021-04-15-75 qui ont débuté l'harmonisation des taux de TOM lissés sur 3 ans à compter de 2020, vu l'échéance du lissage des taux de TOM qui arrive en 2022, vu la commission environnement déchets lors de sa réunion en date du 8 septembre 2021 qui a émis un avis favorable à la simplification du zonage de TOM en une zone, il est donc proposé au Conseil communautaire de supprimer à côté du 1er janvier 2022 les zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères telles qu'elles ont été définies par la délibération du 28 septembre 2017. Alors, on va mettre au vote, mais il faut peut-être C'est pas très clair, David. Est-ce qu'on peut expliquer parce qu'il y a beaucoup de réactions là. Oui, tout à fait, je suis d'accord, j'allais te faire la même chose. Comment est-ce que se passe le vote, Hervé? En fait, il faut voter sur l'acceptation, à compter du 1er janvier 2022, de supprimer les zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères telles qu'elles ont été définies par délibération de loi, ce qui revient à créer une zone. Une seule zone. Voilà. Voilà, donc Une zone, mais combien de taux? Ah ben il n'y a plus qu'un seul taux. Il y a un taux unique. C'est pas libellé comme ça. Il y a un taux unique à 10,92. Alors, Voilà. pour récapituler, pour c'est un taux et contre c'est 3 taux. Oui, on peut le dire comme ça, effectivement. il reste Isabelle. Voilà. Donc voici le résultat. Donc nous avons 114
votes exprimés, 79 sont favorables, 29 sont défavorables et nous avons 6 abstentions. Voilà, donc la majorité est adoptée. Je vous remercie. On passe à la question suivante. On reste dans les déchets. Et Hervé va nous parler de l'exonération des professionnels de la TOM. Donc, exonération des professionnels de la TOM. Conformément aux dispositions de l'article 15-21 du Code général des impôts et de l'article L. 2333-78 du Code général des collectivités territoriales, la communauté d'agglomération a la possibilité d'exonérer de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères les entreprises faisant appel à un prestataire privé. Pour exonérer de TOM des sociétés se trouvant dans cette situation au titre de 2022, la communauté d'agglomération doit délibérer avant le 15 octobre 2021. Après examen des dossiers de demande d'exonération, certaines entreprises peuvent donc bénéficier de l'exonération de TOM au titre de l'année 2022. La commission environnement déchets, lors de sa réunion en date du 8 septembre 2021, a émis un avis favorable à l'exonération de la TOM pour ces professionnels. Donc, en fait, si vous voulez, pour résumer, les gens qui font traiter leurs déchets autrement que par la collectivité sont exonérés de TOM. Mais que ce soit les déchets, l'ensemble des déchets, ils n'ont pas non plus accès à la déchetterie. C'est bien clair. C'est-à-dire que des entreprises peuvent très bien traiter directement avec des entreprises qui savent traiter des déchets. Ils en ont le droit et dans ce cas-là, on ne leur applique pas la TOM. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions sur ce qui vient d'être exposé? Personne ne souhaite réagir. Donc on peut passer au vote. Donc on passe au vote. Tu veux que je lise la délibération? Bon bah écoute, on l'a sous les yeux là, normalement. Donc après, le conseil de communauté décide d'appliquer l'exonération de la taxe. Voilà. Alors, il reste encore quelques votants. Bon, on est dans sa fiche. Brigitte, Petit-Colin, Jocelyne Ozen, Corinne Lebrun. Bon. Donc nous avons 112 votes enregistrés et surtout nous avons l'unanimité. Je vous remercie. Alors, on va passer à un point GEMAPI. Je laisse Vincent rapporter. Voilà, donc c'est un engagement donc, dans la démarche PAPI, donc Programme d'action de prévention des inondations. Donc, dans le cadre des obligations liées à la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, il est proposé au Conseil de démarrer une démarche complète de prévention des inondations sur tout son territoire. L'agglomération dispose actuellement sur son territoire d'un PPRI, donc d'un plan de prévention des risques d'inondation approuvé sur les bassins versants de la Cellune, un PPRL en cours sur les communes de Saint-Jean, Dragé, Genêt, qui est en cours de finalisation et d'élaboration, et d'une stratégie locale gestion du risque inondation, donc une SLGRI, sur un territoire identifié, qui est la baie du Mont-Saint-Michel, qui va de Roche-Torin à Cancale. Et cette opération-là est menée par un syndicat mixte littoral que nous avons constitué avec nos collègues de Saint-Malo Agglomération et de Dole, pays de la baie du Mont-Saint-Michel. Donc ces outils apportent de la connaissance sur les risques et permettent de réglementer l'usage des sols. Ils ne permettent pas de mener des actions de prévention des inondations. Les obligations et des recommandations sont issues de ces documents qu'il est nécessaire de mettre en place. Alors, tout ce dont je viens de parler, les PPR, plan de prévention des risques, qu'ils soient submersion marine, littoraux ou inondations, en fait, ce sont des documents qui sont prescrits par l'État et qui s'imposent aux règles d'urbanisme. En aucun cas, ce sont les collectivités locales qui les mettent en place. C'est bien l'analyse de la situation et derrière l'État qui joue son rôle régalien en disant vous pouvez construire là et pas ici. Après, la deuxième étape de ces dossiers, une fois que les PPR sont actés, c'est de passer à l'action. Et donc ce dispositif de programme d'action de prévention des inondations, c'est un outil qui est mis en place par le ministère de l'écologie et du développement durable pour la réalisation d'un programme
visant à réduire les risques, inondations et submersions pour la protection des biens et des personnes. C'est un outil de contractualisation financière avec l'État et d'autres partenaires financiers éventuels autour de ce programme d'action qui inclut bien sûr les obligations issues des plans de prévention des risques. Donc les partenaires, on les connaît, c'est l'agence de l'eau, ça peut être l'État aussi pour les fonds Barnier, c'est aussi les régions. Donc la nature des dispositions à mettre en œuvre est la suivante. Donc, il y a une déclinaison, donc il y a ce programme d'études préalables, c'est en fait ce papier d'intention, on écrit au préfet et on lui dit qu'on a l'intention d'avoir un programme d'action sur tel secteur, et ça nous permet d'acter demain les aides. Sans cette déclaration d'intention, on ne peut pas le faire. Et c'est ce qu'on nous demande ce soir de valider. Une fois qu'on a fait cette déclaration d'intention, on a donc un papier d'études où on va rentrer dans les études, on va regarder ce qu'il convient de faire. Ensuite, il y a un papier de travaux, et tout ça, ça s'accompagne d'une démarche de labellisation qui permet de bonifier les financements. Donc les sources de financement, État, région, département, comme je viens de le dire. Donc les FPRNM dits fonds Barnier, c'est ceux qui ont opéré dans le cadre de la tempête de Xynthia, suite à la tempête de Xynthia, qui permet d'obtenir des financements de l'ordre de 50%, que ce soit en action ou en travaux, que ce soit pour les études ou les travaux. Les postes aussi sont financés, puisque on a donc, comme vous le savez, ouvert un poste dédié à cette mission, et il est financé aussi, lui, à 50%. Et on est bien sûr donc dans le cadre du plan État-région, qui va être signé prochainement, 2021-2027, et qui permet d'apporter aussi ces compléments de financement. Le département de la Manche peut aussi amener quelques financements sur des thématiques littorales qu'il aura déterminées dans son projet. Donc, la communauté d'agglomération a défini en lien avec les services de la DDTM 2 périmètres envisageables pour la mise en œuvre des PAPI. Donc, chacun connaît un peu le territoire, le littoral. On voit bien qu'on a un littoral qui est resté naturel entre Roche-Thorin et Saint-Jean-de-Thomas, puisqu'on est, il n'y a quasiment pas de digue, il n'y a pas d'ouvrage. La Célune rentre et sort, la mer rentre et sort de la Célune et de la C. Donc, c'est un territoire relativement littoral. Et donc le deuxième littoral, c'est un littoral qui est plus anthropisé, où il y a des digues. À partir de Roche-Thorin, vous allez jusqu'à Cancale, c'est quasiment un littoral où on se défend clairement contre la mer. Donc, et en plus, l'intérêt, c'est qu'on est sur 2 districts d'agences de l'eau différentes. Et ça tombe plutôt bien d'un point de vue, on va dire, géomorphologie du milieu. Donc, des études pour l'établissement des programmes sont d'ores et déjà identifiées. Donc, le bassin versant du Lair, notamment sa partie aval à Genève, la Célune en aval des barrages, sur les communes de Ducé-Poyer. Donc, je ne sais plus où j'en suis dans la note. Moi, il est proposé au Conseil communautaire une délibération pour le démarrage de cette démarche PAPI, sous la forme de ce fameux courrier d'intention préfet, comme je le disais tout à l'heure, sur les bassins versant Célune, C, Côtier-Grand-Villet, littoral, allant de Saint-Jean-de-Thomas à Roche-Thorin. Voilà, donc je pense que... Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Patrick Levoyer. Vous parlez de la cellule en aval des barrages. À ma connaissance, il n'y en a plus qu'un, donc du barrage. Et en particulier, je voudrais savoir si dans votre projet, le barrage de la Roche-qui-Boit a été intégré dans votre projet comme étant un ouvrage pour réguler et prévenir les crues et une protection des biens et des personnes en aval de ce barrage. Alors, la problématique de rasement des barrages, c'est une problématique État, bien sûr. On n'a pas du tout la main sur cette question. Nous, l'idée dans cette démarche PAPI qu'on vous propose de valider ce soir, c'est vraiment d'engager la démarche. C'est ce courrier au préfet qui acte l'intention de mener des études de prévention d'action contre les inondations. Donc on n'est pas ce soir sur un débat barrage, voilà, où la politique n'a pas lieu de se présenter. C'est un débat que vous avez cité dans votre délibération, que vous vous appuyez sur, je vois plus, il faudra remonter un peu dans votre délibération, mais vous citez les barrages sur la Célune. Donc,
Je voulais savoir dans quelle proportion le barrage de La Roche-qui-Bois entre dans votre proposition, c'est tout. Et donc, et en particulier, effectivement, est-ce qu'il est envisageable je dirais, de considérer cet ouvrage comme un ouvrage de protection des biens et des personnes en aval, c'est tout, c'est pas autre chose. Voilà. Juste pour repréciser, effectivement, il y a deux exemples, hein. Il y a deux secteurs qui ont été ciblés. C'est le bassin versant du Lair et sa partie aval de Genève, puisque les inondations de 2000 ont précisé que sur ce secteur-là, c'était vraiment une problématique plutôt fluviale que marine. Sur la partie Céline, en aval des barrages sur les communes de Ducé-Poyer, effectivement, on voit bien qu'on a là un lit majeur qui déborde régulièrement, puisque les crues biennales sont assez communes. C'est vraiment d'engager une étude pour réfléchir à comment améliorer la situation. Donc, si je traduis votre réponse, c'est que, a priori, ça serait intégré dans votre étude préliminaire. On va y réfléchir, oui. Cette partie réflexion sur la limitation du risque sur la basse vallée de la Célune, c'est ce qui est écrit sur la délibération. D'accord, ok. Et c'est un secteur qui a été identifié au même titre que Genève. C'est en fait un peu des nouveaux secteurs, puisqu'on a aussi le secteur. Et dans cette étude est cité en aval le barrage qui reste à cheval d'ailleurs sur la commune de Ducé et de Saint-Laurent. Sauf que c'est indépendant de l'arasement des barrages. C'est-à-dire Ah, qu'en fait, de toute façon, c'est complètement je ne parle pas de l'arasement des barrages, je dis est-ce que le barrage qui existe, qui subsiste à l'heure actuelle, sera intégré dans cette étude. Je ne parle pas du tout de l'arasement ou non de ce barrage-là, mais pour le moment il existe. Et donc, s'il existe, il a une conséquence sur... enfin, qu'il existe ou qu'il n'existe pas d'ailleurs. S'il existe, il a une conséquence sur les crues en aval de la vallée de la Cénule. S'il n'existe plus, il a aussi une autre conséquence sur... et donc c'est ça qu'il faut apprécier dans notre étude. C'est exactement l'objet. C'est exactement l'objet de ce qui va être... Tout à fait, c'était ça l'objet de ma précision. D'ailleurs, pour mémoire, je crois que vous le savez, monsieur le voyez, parce que le courrier avait été donné en copie. Oui, vous m'avez mis en copie. Ouais. La position de la communauté d'agglomération